Bonsoir et bienvenue à ce jeudi nature sur les punaises. Je suis Audrey Scular et je suis chargée de vie associative à la LPO. Avant de commencer, quelques règles. Votre micro et votre caméra sont coupés et seront coupés tout le long de la présentation. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les écrire dans l'onglet Conversation et nous y répondrons à la fin au moment des questions-réponses sur le quart d'heure qui finira. Cette conférence, elle est enregistrée afin de permettre à ceux qui n'ont pas pu assister ce soir de la visualiser ultérieurement. Et globalement, donc il va y avoir 1 heure de présentation sur les punaises. Et ensuite, il y aura donc 15 minutes, de 20h à 20h15, 15 minutes de questions-réponses. Voilà. Avant de commencer, il faut savoir que ce jeudi nature, il est réalisé dans le cadre des 30 ans de la réserve naturelle du Val d'Allier. Si les personnes ne connaissent pas, c'est une réserve qui est située à quelques kilomètres au sud de Moulins. C'est la réserve naturelle nationale du Val d'Allier qui couvre 1450 hectares. Alors, peut-être avant de continuer, j'ai omis de dire que Guillaume Leroux, conservateur de la réserve naturelle qui devait animer ce soir, a un empêchement et ne pourra pas assister. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui vais faire la présentation de la réserve. Donc la réserve naturelle du Val d'Allier, elle va de Bressolles à Saint-Loup. C'est la LPO Aura et l'ONF, donc c'est une cogestion qui gère la réserve depuis sa création en 1994. Il y a 8 points d'entrée pour accéder à la réserve, où il y a différentes activités possibles, la marche, le canoë, le VTT et bien sûr des observations naturalistes. Bordant les 2 rives de l'Allier sur une vingtaine de kilomètres, la réserve du Val d'Allier, elle protège un des rares exemples en Europe occidentale de rivière, puisqu'elle est encore totalement libre de ses mouvements. Donc là, je parle de la rivière Allier, parce qu'il n'y a pas d'enranchement, il n'y a pas de canalisation sur cette rivière. Et c'est ce qu'on appelle justement la dynamique fluviale. Ça permet à l'Allier d'être mouvant et de pouvoir s'étaler si elle a besoin de s'étaler lors de pluie, etc. Elle engendre donc un assemblage complexe de milieux imbriqués les uns les autres, donc des bancs de gravier, de sable, de talus d'érosion, des bras morts, des pelouses, des forêts riveraines. Et donc, cette multiplicité d'habitats explique l'impressionnante richesse faunistique et floristique de cette rivière et par conséquent du site donc de la réserve. Donc c'est un super terrain d'étude pour les naturalistes et les scientifiques. Et en 2020, dans le cadre du plan de gestion, un inventaire a été réalisé sur les punaises de la réserve du Val d'Allier afin d'améliorer la connaissance sur cet insecte. Et c'est donc dans ce cadre et aussi dans le cadre des 30 ans de la réserve du Val d'Allier, où il y a eu plusieurs choses aussi pendant les 30 ans. Peut-être vous êtes venu le 22 juin à une journée qui a été réalisée dans le cadre des 30 ans dans l'Allier. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on vous présente ce soir cette conférence en visio sur les punaises. Et je laisse maintenant la parole à Pascal Valravins, qui est bénévole à la LPO et qui est passionné des insectes et qui va animer cette conférence et vous faire découvrir cet insecte souvent mal aimé. Et pourtant, 3 petits points, vous allez apprendre avec Pascal. Oui, merci Audrey. Donc je vais lancer la présentation. Donc, comment dire, certains d'entre vous me connaissent, je suis validatrice sur le site Faune Auvergne pour les punaises. Donc ça fait quelques années qu'on documente sur les punaises sur ce site. Donc je vais vous parler des hétéroptères d'Auvergne et aussi des pentatomides de la réserve naturelle nationale du Val d'Allier. Donc un Pascal, petit on ne voit tour. pas le Vous diaporama. Ah! Oh! Est-ce que tu Aïe, peux aïe, aïe. le J'ai oublié, partager? j'ai oublié. C'est pas grave. Donc partager le diaporama. J'ai pensé à l'ouvrir, mais pas le partager. Hop, vous le voyez là maintenant? Oui, maintenant tu. Voilà. Voilà, ça OK, c'est super. très bien. Donc
Donc, la page de présentation, le sommaire. Donc, je vais parler d'abord un petit peu de la morphologie et de la classification. Ensuite, je parlerai du cycle de vie, pour savoir un petit peu comment c'est important ces 2 points pour pouvoir retrouver les punaises par la suite. Les punaises ont des régimes alimentaires et des milieux de vie très variés, donc on va passer un petit peu cela en revue. Ensuite, je ferai un petit point résumé sur le document de Luc Bélanguier sur les pentatomides de la réserve du Val d'Allier. Si j'ai le temps, je passerai un peu de temps sur les quelques espèces faciles à reconnaître. Et un point qui me tient à cœur, c'est améliorer l'état des connaissances en Auvergne et donc l'importance de partager ces observations. Ensuite, vous pourrez réfléchir un petit peu avec un quiz, un vrai ou faux. Et pour terminer, vous trouvez à la fin de la présentation des 2 pages avec des informations pour aller plus loin. Donc la morphologie et la classification. Donc les punaises font partie des arthropodes, c'est-à-dire que ce sont des animaux dont la solidité du corps est conférée par un exosquelette. Nous avons un endosquelette. Ensuite, elles sont regroupées dans les insectes. Donc, les insectes sont caractérisés par un corps en 3 parties. Donc, les punaises ont bien une tête, un pronotum, que l'on peut appeler aussi le thorax, et l'abdomen. Ensuite, les punaises font partie de l'ordre des hémiptères, puisqu'elles ont les pièces buccales sont transformées en rostres, piqueurs, suceurs. Donc, elles sont dans cet ordre-là, on va retrouver les cigales, les cicadelles, les pucerons. Et toutes les punaises font partie du sous-ordre des hétéroptères, qui sont caractérisés par leurs ailes. Mais je vais développer ça plus avant. Donc un exosquelette, cet exosquelette, donc c'est l'enveloppe externe qui est plus ou moins durcie selon les familles. Vous avez des punaises assez fragiles, comme sur la gauche, ce sont les myridés. C'est une des familles avec le plus grand nombre en France. Vous avez des punaises dentelières au milieu, et les pentatomes qui ont avec cette espèce-là, qui à mon sens est la punaise qui a le corps le plus solide et avec cette carapace qui recouvre tout le corps, quasiment comme chez les coléoptères. Cela lui permet de résister dans des milieux qui sont secs. Donc les parties du corps, ce sont donc des insectes. Donc il y a une tête, un pronotum. C'est sur le pronotum que sont rattachées les pattes et les ailes. Hem, une pièce importante chez les punaises, c'est le scutellum, donc qui est, qu'on appelle l'écusson chez d'autres insectes et qui va recouvrir plus ou moins l'insertion des ailes. Donc les ailes, j'en parlerai après. Et un élément important aussi à connaître, c'est le connexivum. Donc le connexivum, c'est la partie, comment dire? Le bord latéral de l'abdomen qui dépasse souvent des ailes. Et donc, bien sûr, en vue du dessous, on peut voir le rostre qui est souvent replié entre les pattes au repos. Donc, ce qui caractérise les punaises, c'est leur aile antérieure qui est à moitié durcie. On l'appelle cela un hémélytre. Donc, la partie durcie s'appelle la corie et c'est la partie antérieure et la partie postérieure est membraneuse. Les 2 ailes participent au vol, même la partie durcie. Encore un petit peu d'éléments. Beaucoup d'insectes, chez tous les insectes, on a des yeux composés et chez certaines espèces, chez certaines familles de punaises, on va également avoir des yeux simples, des ocelles. On retrouve ce caractère dans chez d'autres ordres, d'insectes. Donc les punaises font partie du groupe des hémiptères avec les pucerons, les cigales et possèdent donc un rostre. Ce sont des insectes qui sont incapables de mâcher leurs aliments. Elles doivent, absorber des substances liquides qu'elles vont aspirer à l'aide de leur rostre. Donc si elles vont chez les espèces phytophages comme la photo de gauche, la punaise du pin, le rostre est long et fin en général. Si elles peuvent, donc piquer les plantes et absorber soit des substances liquides, présentes directement comme la sève, ou alors elles vont injecter de la salive pour dissoudre les tissus et elles vont ensuite réabsorber le liquide obtenu.
La même chose chez les punaises prédatrices. Donc, les deux punaises de droite, ce sont des punaises prédatrices. Donc, vous avez les réduves représentées par le réduve irascible au milieu, au-dessus. Ces punaises-là, je déconseille à tout le monde de les prendre en main. Ce sont les seules qui peuvent vraiment nous faire mal. Elles ont un rostre très puissant qui peut traverser notre épiderme. Et en même temps, elles, ce sont des prédatrices quand même très, comment dire, très efficaces. Elles vont injecter également des venins. Chez certaines espèces, on a détecté des venins proches de ceux que les serpents injectent à leur proie. À droite, on a une autre punaise prédatrice, mais qui va devoir s'attaquer à des proies plutôt lentes et plus molles, parce que son rostre n'est pas aussi solide que chez les réduves. Donc celles-là, comme vous le voyez, on peut bien les prendre en main, il n'y a aucun danger. Donc une autre caractéristique des punaises, qui leur a valu leur nom, punais, pu, c'est comment dire, l'existence de glandes odoriférantes. Donc ces glandes sont positionnées différemment chez les juvéniles et chez les adultes. Chez les juvéniles, on va les avoir sur le dos de l'abdomen, comme sur la punaise verte à droite. Et chez les adultes, on va le retrouver en dessous du thorax. Et donc la disposition de l'orifice, la, la structure des tissus autour peut être un critère de détermination. Donc au départ, ces composés, cette mauvaise odeur, on pensait que c'était juste répulsif contre les prédateurs. Mais des études récentes ont montré que non seulement ça avait plusieurs rôles, mais qu'en fonction de l'âge de la punaise et des espèces, il pouvait y avoir un grand nombre de molécules produites. Donc chez certaines espèces, on a détecté jusqu'à 27 composés chimiques différents. Donc ces molécules vont vraiment servir de communication entre elles et avec d'éventuels prédateurs. Et chez les punaises aquatiques, on a même détecté la production de substances avec des actions antibiotiques. Donc, elles pourraient les utiliser pour se soigner en cas de blessure. Donc, les punaises avec une grande diversité. En France, il y a environ 1400 espèces. On en découvre de nouvelles à peu près chaque année. Ici, je vous ai mis un panel de familles différentes avec donc, la famille des myridés. J'en parle quand même beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'espèces en France, environ 400. Les nabidés, donc ce sont des punaises prédatrices. Les rhopalidés, donc là, vous avez une punaise facile à reconnaître. La flèche jaune indique le critère principal à voir, qui est au bout du scutellum, on a un apex qui est bifide. Bon. Alors, la punaise en bas, la réduve à gauche, donc c'est une prédatrice. Bah, celle-là aussi, je déconseille de la prendre en main. Je l'ai fait une fois et c'est pire que d'être piqué par une guêpe. Donc, je suppose elle avait réussi à m'injecter quelque chose de pas très bon. Et la punaise de droite, la Géocoridée. Donc, c'est une petite punaise, celle-là. C'est une punaise chasseresse, donc également une prédatrice de petits arthropodes, de pucerons, etc. C'est un peu particulier, elle aime bien aller pondre dans les épières. Chez moi, je le trouve souvent dans les épières, parce que contrairement aux autres punaises, quand elle pond, elle ne peut pas enduire ses œufs d'une matière collante qui fixe l'œuf au support. Donc elle va pondre dans des plantes qui ont comment dire, une texture un peu laineuse et elle va coincer ses œufs dans cette structure. Donc, ben, voilà, maintenant je vais vous parler justement de la ponte, du cycle de vie. Donc, les punaises, contrairement à d'autres insectes, sont des insectes à métamorphose dite incomplète. Donc, on voit ici une punaise et son juvénile, sa larve. On peut constater que on voit déjà la structure de l'insecte. Euh, la larve peut ressembler plus ou moins à l'adulte, c'est-à-dire qu'on voit déjà une tête, un pronotum, un abdomen, on voit bien les 6 pattes. Ce n'est pas le cas chez les insectes qui ont une métamorphose dite complète, parce que là, comme par exemple chez les papillons, la chenille ne ressemble absolument pas à l'individu adulte et il y a un passage par une nymphose et à la sortie de la nymphose, on aura le papillon. Donc le début du cycle, la ponte. Je vous ai mis 2 types d'œufs. Des petits tonnelets, ça c'est typique des pontes de pentatomides, souvent regroupées ensemble, souvent en dessous d'une feuille.
Ici à gauche, je suppose que ce sont des œufs de ridéma, mais comme je n'ai pas fait l'élevage, je ne peux pas le certifier. Et à droite, un œuf demi-ridé. Donc là, j'ai eu la chance de voir la femelle le pondre, alors que je m'y attendais pas du tout. Je l'ai découvert sur les photos après. J'avais vu que la femelle avait une posture qui faisait penser qu'elle allait pondre, mais je n'avais pas vu les œufs en étant sur le terrain. Donc les œufs vont ensuite éclore. Au départ, les jeunes larves vont rester autour du lieu de ponte. Elles vont rester là jusqu'à après la première ou la deuxième mue, cela dépend des espèces, et puis elles vont se disperser dans l'environnement pour aller se nourrir. Je vous ai mis en bas les photos de larves de la punaise verte ponctuée, Tocnetzara virudula. C'est pour moi les plus belles larves. À gauche, donc vous avez une larve au stade 2, au stade 3, celles qui sont sur une seule photo. Au milieu, un stade 4 et à droite, le stade 5. Euh, bon, dans la majorité des larves, on ne peut identifier que au niveau du stade 5 et le stade 5, on peut comment dire, l'identifier parce que les ébauches à l'air dépassent les premiers tergites. Donc les tergites, ce sont les, les articles du dessus de l'abdomen. Donc la ponte, la durée des cycles chez les punaises, une grosse partie des espèces présentes chez nous en France sont des espèces univoltines, c'est-à-dire qu'elles vont faire une seule génération par an. Ici, j'ai pris un exemple un peu particulier. C'est une punaise que l'on retrouve sur les chênes qui passe une grande partie de l'année sous forme d'œufs. Donc au printemps, un peu avant le débourrage du chêne, les larves vont les œufs vont éclore. Les larves vont avoir un cycle qui est extrêmement rapide par rapport à d'autres espèces, c'est-à-dire en 2 semaines. Donc début mars, début avril, on va voir apparaître les premiers imagos, les adultes. Les mâles et les femelles vont s'accoupler, les femelles vont pondre et fin mai, début juin, ils vont mourir et disparaître. Et donc, tout le reste de l'année, jusqu'au mois de mars-avril l'année suivante, il n'y aura plus que les œufs dans les chênes. C'est une espèce qui est assez facile à reconnaître puisque sur la photo de gauche, vous avez le mâle et dans la bulle, vous pouvez voir, le mâle est reconnaissable à une excroissance de l'article 2 de ses antennes. Donc, c'est une espèce qui n'est pas souvent répertoriée, mais je suppose qu'elle ne doit pas être si rare que ça. En fait, le manque d'observation pourrait être déjà dû à, premièrement, il faut battre les feuilles des chênes, les branches des chênes, et deuxièmement, leur présence dans le temps est tellement restreinte d'une courte période, donc elle n'est pas facile à détecter. Sinon, c'est une myridée prédatrice sur des petits arthropodes. Et bon, au départ, on disait uniquement prédatrice, mais en fait, elle se nourrit également sur les bourgeons et les fleurs. Donc, on a beaucoup d'espèces qui sont également bivoltines, c'est-à-dire 2 générations par an. J'ai recherché, mais je n'ai pas trouvé d'espèces dans la nature qui avaient plus de 2 générations par an. Dans les cerfs, certaines espèces peuvent produire plus de 2 générations. Donc ici, vous avez une très belle punaise qui est assez grande. Vous voyez sur la droite, c'est une photo que j'ai prise au mois d'avril. Donc, en positionnant l'insecte sur du papier millimétré, on peut avoir une idée de sa dimension. C'est très intéressant parce que pour séparer certaines espèces, la dimension est le premier critère. Donc, c'est la punaise du bouleau. Et au mois d'avril, effectivement, on va la retrouver au printemps, on va la retrouver sur les bouleaux. Et donc, cette génération-là va éclore vers le mois de mai-juin, fin juin. Les adultes vont se nourrir, vont s'accoupler et ils vont repondre et faire une génération de fin d'été, automne, celle que l'on peut voir maintenant. Donc la photo de la larve, je l'ai prise la semaine dernière. Et cette fois, les adultes, comment dire, cette génération va plutôt se développer sur les aulnes et les noisetiers. Donc ici, c'est assez intéressant parce que l'on a des adultes qui vont naître sur un support, le bouleau, et qui vont aller pondre sur un autre support, une autre plante. C'est, et
Bon, ça, c'est ce que j'ai retrouvé dans la documentation, mais dans mon village, dans mes observations, c'est exactement ça. Je l'ai jamais retrouvé sur les bouleaux en fin de saison. Alors, un autre moment important dans la vie des punaises, c'est l'hivernage. L'hivernage se fait majoritairement au stade adulte, mais il peut se faire chez certaines espèces, comme on l'a déjà vu, au stade sous forme d'œuf. Et par exemple, chez le gendarme, on va avoir les adultes et les larves au stade 5 qui vont pouvoir se passer l'hiver dans les refuges. Souvent, les punaises se regroupent pour, pour hiverner. Et donc, d'ailleurs, si vous avez lu la dia sur les glandes odoriférantes, elles vont même émettre des phéromones d'agrégation. Chez beaucoup d'espèces vertes, en fait, il va y avoir une modification de la coloration. Donc, vous avez ici la punaise déjeuner. Elle est à droite, sa coloration printemps-été, et à gauche, sa coloration hivernale. Donc, elle va prendre cette coloration ici, avec les premiers froids, fin octobre. Là, c'est une photo que j'ai prise au mois de novembre. Et chez cette espèce, on a même une troisième coloration, parce que donc il y a une seule génération par an. Et à l'émergence des nouveaux adultes au printemps, oui, les adultes vont avoir du rouge également à l'avant du pronotum et sur les bords des corilles, donc des ailes. Et progressivement, donc, ils vont devenir de plus en plus clairs, de plus en plus verts. Et fin de saison, ils vont redevenir, mais alors à cette fois, ils vont prendre une coloration brun-rouge sur tout le corps. Alors cet hivernage, c'est vraiment le moment délicat pour les punaises parce qu'il faut leur trouver des refuges. Donc elles ont besoin d'un peu de désordre dans la nature pour trouver les abris nécessaires. Donc vous avez déjà vu la variété de cycles, les variétés de familles. Les régimes alimentaires sont extrêmement variés chez les punaises. On retrouve beaucoup de punaises phytophages, mais il y a également des prédatrices, les zoophages, donc ils vont consommer des petits arthropodes. Et puis on a des espèces mixtes, à régime mixte, dont on dit qu'elles sont zoophytophages. Alors, vous avez à droite une punaise qui est mycétophage. Donc, ce sont des punaises les punaises de cette famille. Elles vivent sous les écorces des arbres et elles vont se nourrir des mycéliums qui se trouvent là sur les bois en cours de dégradation. Bon, les hématophages, je n'en parlerai pas. Ce sont les punaises de lit. On en a quand même très peu d'espèces chez nous. Il n'y a que 3 espèces. Les espèces phytophages, donc là, c'est un panel de couleurs incroyable. Cette phytophagie, donc elles vont se nourrir sur des plantes. Certaines sont vraiment strictement phytophages et on peut donc en haut à droite, je vous ai mis une punaise qui est, ce qu'on dit, ah mince, maintenant je ne retrouve plus le mot. Vous avez des espèces Pascal, oui? Pascal, je vais t'interrompre juste pour que je pense que ce serait intéressant que tu expliques ce que c'est que phytophage, Ouais. zoophage, etc. Rapidement, hein. Mmh. Ouais, ouais. Beh, phytophages, donc celles-là, elles se nourrissent uniquement de matière végétale. Les zoophages, ce sont les prédatrices et elles vont se nourrir avec d'autres petits arthropodes. Donc, elles vont chasser des punaises, enfin, d'autres punaises, des larves, des pucerons, etc. Donc là, en parlant des phytophages, à droite, vous avez une espèce que l'on ne retrouve que sur les euphorbes. Donc là, elles sont vraiment très, très exigeantes au niveau de leur alimentation. Donc, on les appelle des monophages. Voilà, oui, je ne retrouvais plus le mot. Contrairement aux 2 espèces qui sont dans en dessous, qui sont des espèces polyphages, c'est-à-dire qu'elles vont se nourrir sur un grand nombre de plantes. Vous avez la punaise ornée du chou. Donc là, vous avez 2 photos et c'est bien une seule et même espèce parce qu'il y a énormément de coloration entre les espèces, mais certaines espèces ont beaucoup de robes différentes et donc ce sont des punaises assez couramment trouvées. Celles-là, on peut les retrouver dans les jardins. À gauche, par contre, vous avez une punaise qui vit sur le genévrier. Moi, je n'ai jamais retrouvé que sur des genévriers, mais avec la raréfaction de sa plante hôte préférée, elle commence apparemment à se développer également dans les jardins sur des plantes, des résineux apparentés au genévrier et plantés dans les jardins. Donc ça, ce sont celles qui sont végétariennes.
un autre mot pour phytophage. Donc maintenant, les prédatrices, donc elles vont chasser des petits, généralement de petits arthropodes, donc d'autres insectes en majorité. Euh, Vous avez des familles qui sont spécialisées, qui regroupent toutes des espèces prédatrices, comme les nabidés à gauche. Donc, ce sont des punaises qui sont très, très agiles. Elles ne sont pas avec un rostre qui permet d'attaquer des insectes, pas trop durs. Au milieu, c'est une autre réduve, donc celle avec le rostre très puissant que j'avais montré tout à l'heure, en rouge et noir. Donc, celle-là aussi, j'éviterai de la prendre en main. Elle peut s'attaquer à des abeilles, par exemple, qui viennent butiner sur les fleurs. Et puis, vous avez même chez les punaises très fragiles comme les myridés, donc vous avez qui ont un exosquelette qui est assez mou, on a des espèces prédatrices. Et là, elles vont plutôt rechercher des insectes à corps très mou. Bon, ben, l'espèce qui est là, elle va rechercher des œufs de pucerons, des larves de coléoptères, etc. Donc, des arthropodes à corps mou. Et puis, on a les alimentations mixtes. Donc, on a le terme de zoophytophage. Je sais pas, je ne me sens pas, je l'ai vu qu'on utilise ce mot pour d'autres insectes. Donc, ce sont des punaises qui vont avoir une alimentation végétale et animale, parfois selon leurs besoins physiologiques. Donc, chez certaines espèces, on dit qu'elles ont besoin de protéines pour la maturation sexuelle. Pour d'autres, c'est juste qu'elles mangent ce qu'elles trouvent. Une espèce que j'aime beaucoup, c'est celle de droite, qu'on je retrouve souvent en battant les pins, et particulièrement dans les pins sur lesquels il y a des nids de chenilles processionnaires. Or, elle est connue donc elle se nourrit de la sève des aiguilles de pin, mais elle aime bien aussi se nourrir sur les œufs des chenilles de processionnaires. Donc, je viens de voir des, des modes alimentaires assez variés. Et également, on retrouve des punaises un peu partout, mais vraiment partout, partout. Dans les arbres, dans la strate herbacée, il y a des punaises dans les milieux aquatiques, il y a des espèces marines, des espèces corticoles. Donc, corticoles, ce sont celles qui sont en dessous des écorces. Je parlerai des techniques après. Euh, donc, les espèces arboricoles sont parfois des espèces qui sont qualifiées de rares parce que ce sont des milieux qui ne sont pas faciles à explorer. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle le parapluie japonais. C'est un parapluie que l'on met à l'envers, enfin, comme si on mettait un parapluie à l'envers, et on secoue, on bat les branches au-dessus. Et donc, on regarde les insectes qui tombent. Mais quand on a des espèces qui vivent dans la canopée, au sommet des arbres, c'est beaucoup plus difficile de les détecter. Donc ici, c'est une espèce de myridée de nouveau. Et je vous ai mis l'adulte et la larve. Et cette larve, on peut la retrouver facilement au printemps sur les aubépines. Et on dit qu'elle est myrmécomorphe, puisqu'elle a la forme d'une fourmi. Et il y a pas mal de punaises qui ont ça, des larves myrmécomorphes, comme cette punaise-ci qui lui ressemble assez fort, mais elle, on va la retrouver uniquement dans la strate herbacée, donc dans les herbes hautes, sur des fleurs, dans les prairies fleuries, etc. Celle-ci, on l'appelle parfois la punaise au grand M, parce que le dessin jaune sur ses ailes forme un M. Mais elle peut être beaucoup plus jaune, et dans ce cas-là, on peut la confondre avec la précédente. Mais normalement, elles n'occupent pas du tout les mêmes milieux. Donc, c'est intéressant quand on fait des observations, quand on saisit des données, d'indiquer là où on a trouvé la punaise. Donc, on a beaucoup de punaises également sont aquatiques, environ 86 espèces en France. La majorité sont prédatrices et ce sont des prédatrices assez bien équipées. Donc, celles-là aussi, je déconseille de les prendre en main. La photo de droite, je ne sais pas si vous voyez bien, on devine la neppe. J'ai pris ces photos la semaine dernière dans une ornière, dans un bois. C'est la plus grande punaise que l'on peut trouver chez nous. Elle peut dépasser un peu plus de 2 centimètres sans le siphon respiratoire, parce que donc la tige que l'on voit à l'extrémité de l'abdomen
Ce n'est pas une tarière comme chez beaucoup d'insectes, mais c'est un siphon qui va lui permettre de respirer à la surface, de respirer l'air tout en restant bien protégé dans l'eau. Chez cette espèce, l'adaptation à la prédation est vraiment très, très bonne, donc elle a un rostre très costaud et des pattes antérieures sont modifiées. On parle de pattes ravisseuses. Dans les punaises aquatiques, donc comme j'ai dit, beaucoup de prédatrices. Les notonex sont également des prédateurs. Donc là, c'est une punaise qui va faire 13 à 15 millimètres. Celles-là aussi, il vaut mieux ne pas les prendre en main. Le rostre est assez costaud. Euh, bon, pour les déterminer, il faut normalement soulever les ailes pour voir la couleur de l'abdomen. Chez cette espèce-là, c'est la seule que l'on peut identifier sur photo. Donc après avoir fait un petit tour des différentes punaises, je vais vous parler du premier inventaire des pentatomoïdes de la réserve naturelle du, nationale du Val d'Allier. Donc c'est Luc Bélanguier qui a effectué 7 journées de prospection en 2019. Il avait sélectionné 6 sites, surtout les pelouses et les prairies. Il a pratiqué la chasse à vue. Donc, c'est le meilleur moyen pour observer les insectes en général, parce que là, on peut voir comment ils réagissent, comment ils interagissent avec leur environnement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, etc. Donc, il y a des punaises qu'il faut rechercher au sol. Pour cela, on peut utiliser un gant. On parle de gant Matok, du nom de la personne qui a mis au point la technique. Donc, on prend le gant, on frotte légèrement la surface de la végétation rase ou le sol, ce qui permet de déranger les insectes qui y sont. Ils se mettent en mouvement. Et là, avec notre vision, on les détecte beaucoup plus, puisqu'on est plus attiré vers les choses en mouvement que les choses immobiles. Donc, il a pratiqué également le tamisage. Il a utilisé un filet fauchoir. Donc, un filet fauchoir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme un filet à papillon, mais en beaucoup plus solide, qui permet de faucher la végétation herbacée. Donc, on secoue les plantes, on passe avec des mouvements de va-et-vient et on peut récolter les insectes qui étaient accrochés à la végétation. Et le parapluie japonais, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour explorer les arbres et les arbustes. Donc, le bilan de son étude, il a contacté 29 taxons, ce qui représente 20% de la faune française. Bon, pour les autres pourcentages, c'est plus à prendre avec des pincettes puisque c'est bien les espèces connues. Or, les inventaires auvergnats ou les inventaires au niveau du département de l'Allier, il n'y en a pas beaucoup. Et encore, les pentatomides, quand même c'est le groupe de punaises sur lequel je retrouve le plus de documentation locale. Donc, je vous ai mis les différentes familles avec le nombre de taxons par famille. Il a notamment retrouvé cette petite punaise fuisseuse. Donc, c'est une punaise qui vit qui vit sur le sol, pardon, et qui va se nourrir sur des graines de renoncules et de violettes qui tombent au sol. Donc, ces plantes hôtes ne sont pas des plantes rares. Donc, on suppose qu'elle n'est pas si rare que ça, mais elle est quand même très peu détectée. Et c'est probablement dû à son mode de vie et aux techniques qu'il faut mettre en œuvre pour la rechercher. Ah, elle est très petite également, elle fait de l'ordre de 5 millimètres. Donc, dans le bilan, il a quand même mis en évidence des espèces fortement patrimoniales, 4 espèces, et 2 espèces patrimoniales, ce qui n'est pas mal sur un total de 29. Et bah alors, pour montrer aussi que il faudrait avoir plus de connaissances sur les punaises en général, avoir des listes par département qui sont un peu plus étoffées. Il a notamment retrouvé 2 espèces communes, mais qui n'étaient pas sur la liste de l'Allier. Donc, une des deux espèces communes, c'est par exemple celle qui se trouve à droite, Picromerus. Donc, c'est une punaise chasseuse, prédatrice, et qui a la particularité de manger, de gonfler son abdomen à l'extrême lorsqu'elle fait ses repas. Et donc là, on a pu manipuler, la femelle n'a jamais lâché, enfin, j'ai supposé que c'était la femelle en fait. N'a jamais lâché la larve, la chenille. Donc, dans son bilan, il met aussi en avant qu'il faudrait explorer le milieu forestier. Donc, notamment si on regarde les familles,
Il manque 2 familles, dans les pentatomides, des acanthosomidae, où il y a quand même, je ne sais plus maintenant, c'est 6 ou 7 espèces en Auvergne. Il ne les a pas et comme il n'a pas fait la stratère passée, il ne pouvait pas les avoir dans son inventaire. Hem, il faudrait explorer aussi les milieux aquatiques, notamment parce que les punaises aquatiques sont un peu plus connues. On a des listes, et on peut les utiliser comme bioindicateurs. Heu, il y a également une liste de pentatomides à rechercher, donc ceux de la strata arbustive. Il y a des espèces communes qu'il n'a pas pu contacter, mais parce qu'il n'a pas fait, les milieux, tous les milieux de la réserve, et il faudrait éventuellement aussi confirmer les espèces patrimoniales. Et bien sûr, il y a tous les autres hétéroptères qui sont également à prospecter. Donc on va passer un petit peu sur quelques espèces, faciles à reconnaître. Donc, c'est sur cette dia, pardon. Là, celle-là, vous l'avez pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu aux insectes, vous avez dû la croiser. C'est l'espèce sur laquelle il y a le plus d'observations en Auvergne sur le site, Faunora. C'est le Graphosome rayé, qui est quand même intéressant, notamment pour un comportement qui n'est pas fréquent chez les insectes, c'est que les femelles vont rester à proximité des jeunes pour un peu les protéger et les surveiller au début, en tout cas, de leur vie. Donc voici quelques espèces, de punaises de choux. Donc ce sont bien toutes des ici j'ai bien mis des photos de 3 espèces différentes. On peut retrouver les 3 en même temps sur les sites, par exemple dans un champ de colza, j'ai déjà eu les 3 espèces. Donc vous avez l'espèce de gauche, qui peut être, jaunâtre comme ça ou complètement ou t enfin rouge et noir, et au milieu, vous avez une espèce qui peut être, blanche, jaune, orange, rouge, mais la disposition des dessins sera toujours la même. À gauche, vous avez une espèce qui est un peu moins fréquente, mais qui peut ressembler très fort à celle de gauche, l'Ornata. La seule différence, c'est la présence d'un point noir, sur le bout de la corie. Donc toutes ces espèces vont se nourrir principalement de brassicacées. Donc les brassicacées, ce sont les plantes de la famille du chou. Donc là-dedans, on retrouve le colza et et d'autres plantes sauvages. Les arabettes, moi je les vois souvent dans les corbeilles d'or au printemps. Ça fait de très belles photos. Alors les punaises vertes, donc là j'en ai pris 3 que l'on peut trouver en Auvergne. La plus commune, c'est celle de gauche, c'est la punaise verte, celle, le Palomena. Heu, donc il existe une autre espèce que je n'ai jamais rencontrée. Il faut vérifier la longueur des articles, des 2 premiers articles en tenaire. Bon, apparemment, elle doit avoir une écologie un peu plus spécifique. C'est la punaise de droite, c'est la punaise verte ponctuée qui se distingue de sa de l'autre parce que sur son scutellum, donc l'écusson là, on peut voir 3 points blancs et surtout les 2 points noirs à l'extrémité. C'est une punaise qui est beaucoup plus grosse aussi. Elle est elle peut être complètement verte ou alors elle peut avoir cette coloration avec un peu de blanc sur la tête et à l'avant du pronotum, et ces 2 punaises, les 2 dont je viens de parler, elles peuvent être complètement brunes en hiver, ce qui permet de mieux se camoufler pour l'hivernage. Alors la punaise de droite est une nouvelle venue qui remonte avec le réchauffement sans doute. Donc elle était méditerranéenne et elle a été détectée plusieurs fois, à Clermont, à Rion. Moi je l'ai trouvée à Ménétrol. Donc moi j'ai retrouvé en battant un noisetier sur lequel il y avait du lierre, et c'était au mois de septembre, donc à cette époque-ci. Les punaises rouges et noires, donc on a les punaises rouges et noires dans beaucoup de familles différentes. Là, j'ai pris 3 espèces de 3 familles différentes. Donc à gauche, vous avez les Rhopalidés, donc ce sont des petites punaises, phytophages. Ça, c'est celle que j'aime beaucoup, je les trouve mignonne avec ses petits cœurs sur le pronotum. Au milieu, donc une punaise qu'on retrouve, beaucoup sur les sénessons. Elles peuvent se nourrir en groupe
Donc la photo là du milieu, je l'ai prise au mois de juin. Il y en avait bien 10 sur la même plante de Sénesson. Je ne sais pas si elles ont pondu, je ne suis pas retournée par la suite. Et à droite, vous avez le classique, celui que tout le monde connaît, le gendarme, euh, donc qui n'a pas de tache blanche, euh, qui est présent partout et qui se nourrit principalement sur les malvacées. Les malvacées, donc on retrouve là-dedans les mauves, hein, donc une plante qu'on retrouve pas mal sur les bords des routes, et le tilleul. Les punaises noires, alors les punaises noires, c'est un peu plus compliqué pour les déterminer. Vous avez quelques exemples, ça demande quand même plus d'attention, des photos plus nettes. À gauche, vous avez une toute petite espèce qu'on peut retrouver facilement sur les pieds de luzerne au mois de juin. J'avais fait cette photo en pensant avoir photographié un accouplement, mais en regardant mieux, je me suis dit, ah, c'est pas ça. Tout d'abord, ce sont deux mâles et ensuite, ils sont tête à tête. Donc, je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de faire. Comme je ne l'avais pas vu sur le terrain, je n'ai pas pu regarder s'ils étaient en train de se disputer, de se nourrir au même endroit, je n'en sais rien. La punaise du milieu, elle, on va la retrouver assez tôt en saison, au mois de mars. Je crois que j'ai déjà eu des observations en pleine. Et on va la retrouver sur les lamiers, donc le lamier blanc et sur les bords des champs, j'ai trouvé surtout sur les lamiers pourpres en fleurs. Et la punaise de droite est une punaise qui est peu observée, mais je pense que c'est plus parce qu'elle a des mœurs de fouisseuse, plutôt nocturne. Elle est difficile à retrouver. Sinon, elle est facile à identifier. Dans cette famille-là, toutes les punaises ont des épines sur les tibias, comme on peut le voir à droite. Et le dessin est caractéristique et c'est déjà une grande punaise. Donc, pour le moment, il n'y a que des observations de 6 personnes et toutes en plaine, en dessous de 500 mètres. Donc là, j'en arrive au point de partager les observations. Donc, les punaises sont quand même des insectes assez mal aimés. Il y a peu de personnes qui s'y intéressent. Bon, moi, je m'y intéressais pas du tout avant l'ouverture de ce taxon sur le site Faune Auvergne et où j'effectue les vérifications. Et c'est important de participer à la connaissance des espèces ainsi qu'à la participation à, comment dire, compléter les cartes de présence. Faire des observations, dresser des listes, c'est très bien, mais pour beaucoup d'espèces, on n'est pas encore certain de leur cycle de vie. On n'a pas, parfois, on ne sait pas sur quelles plantes elles se reproduisent, quelles sont les proies préférées pour les prédatrices. Donc, c'est important de partager ce que l'on voit. Pour ceux qui veulent saisir sur le site Faunora, donc depuis peu, on a un module qui permet de mettre des indications sur la biologie. Donc on peut indiquer si on a vu un mâle ou une femelle. Pour ceux qui sont intéressés, je peux vous expliquer ça. On peut stipuler le stade, est-ce que c'est une larve, etc. Est-ce qu'il y avait accouplement? Donc il est important aussi de joindre une photo, même les photos ratées. J'ai parfois un observateur, quand je demande une photo, il dit: «Ah mais ma photo elle est complètement pourrie» et en fait, quand il m'envoie la photo, je dis: «Ah non, c'est parfait, on voit juste ce que je dois voir pour dire que c'est bien cette espèce-là». Donc on n'est pas dans un concours de photos, mais une photo qui montre les critères, ça suffit. Et ce que je demande à certaines personnes, c'est de compléter les remarques. Donc si on peut, pour ceux qui ont identifié la plante, c'est intéressant, surtout s'ils ont vu une larve. S'ils ont noté des interactions avec d'autres insectes, c'est intéressant également. Tout cela participe à la connaissance. Et donc, une fois que l'on a la connaissance, on peut dresser des listes rouges, on peut faire des listes d'espèces patrimoniales et détecter des choses qu'il faudrait préserver, protéger. On peut également voir quelles sont les populations qui s'en sortent bien ou qui s'en sortent moins bien, etc. Donc, voici l'état des connaissances actuellement sur le site Faunora pour l'Auvergne. Donc, vous voyez, chaque rond représente comment dire, une maille de 10 km sur 10 km. Donc, toutes les zones rouges, tous les points en rouge, là où il y a le plus d'observations, ça ne veut pas dire que ce sont les sites les plus riches en punaises, c'est tout simplement les endroits où il y a plus d'observateurs qui vont saisir des données.
Et on peut voir sur la carte qu'il y a des mailles où il y a une seule donnée. Donc, il y a beaucoup de chances que sur ces mailles, on va retrouver le graphosome rayé, donc la punaise rouge avec les bandes noires. Et puis il y a des mailles où personne n'a noté de punaise. Donc il y a de quoi s'amuser, de quoi regarder et contribuer à la connaissance des punaises. Donc on peut peut-être passer au petit quiz. Audrey? Oui, je suis là. Oui, Fallait juste que je remette le son. oui. Par contre, je te laisse passer les diapos. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Là, je mets une photo avec des larves de graphosome. Donc les adultes sont rouges avec des rayures noires et vous voyez les larves qui sont un peu différentes et parfois on a une larve protégée par la maman. J'ai pas mis la photo, c'est dommage. Donc la première question. Donc oui, alors, pour le quiz, en fait, on vous propose, si vous avez envie de jouer, d'écrire la réponse dans la conversation et je vais poser des questions, vous écrivez la réponse dans la conversation, puis, nous, on va passer à la réponse. Alors, est-ce que toutes les punaises sentent mauvais? Ah, je vois qu'il y a des réponses. Faux, non, faux, faux. Mmh. Voilà, mais ils sont joueurs. Donc plutôt faux. Plutôt faux, Ouais. effectivement, c'est faux. Donc en fait, toutes les punaises ont des glandes odoriférantes et à tous les stades de vie. Il y a quelques exceptions, très peu. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on a détecté, chez les larves, il y a peu de composés qui sont synthétisés et plus l'insecte grandit, plus il va synthétiser des molécules plus complexes et cela peut aller jusqu'à 27 molécules chez certaines espèces. Mais chez certaines espèces, les substances qu'elles vont produire ne sont pas détectables par le nez des humains. Un Alors peu oui? je profite de réagir parce qu'il y a quelqu'un qui a mis: «Seulement quand on les écrase». Ah non, en fait non. Non? Ah non, 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 OK. parce que j'ai dit tout à l'heure, dans les rôles, elles vont pulvériser quand elles vont être dérangées. Bon ça, il y a des effets de protection, contre les prédateurs et cetera. Mais elles vont aussi, produire des odeurs pour, par exemple, faire des agrégations pour l'hiver. Donc, elles vont fixer les points de rendez-vous et c'est pour ça aussi si on est dérangé chez soi par des punaises qui s'agglutinent à certains endroits dans la maison, même chose pour les coccinelles, hein. Il suffit de nettoyer ces endroits-là, donc de mettre les insectes dehors. D'ailleurs, ils sont mieux dehors parce que dans la maison, il va avoir trop chaud et ils vont se dessécher, il fait pas assez humide et ils vont mourir. Donc il vaut mieux les mettre dehors et ensuite nettoyer les endroits où ils se sont regroupés. Comme ça, on retire les phéromones d'agrégation et on n'aura pas plus le retour des insectes par la suite. Et donc, toutes ces substances sont des ouais, ce n'est pas uniquement des substances défensives. Donc je vais passer à la question suivante. C'est ça. Alors, est-ce que toutes les punaises vertes sont phytophages? Vous pouvez répondre dans la conversation toujours, hein. Mmh. C'est le Alors oui, non, faux, oui. Ah, vrai, c'est partagé. Bah, oui, oui. Je laisse passer à la réponse. Oui, donc en fait, c'est faux. C'est faux, mais pas tout à fait faux non plus. C'est quelque chose qu'on me disait quand j'étais gosse, les punaises vertes, elles sont phytophages, tu peux les prendre en main. En fait, la grande majorité des punaises vertes sont phytophages, mais il existe quand même par exemple, chez les myridés prédatrices, on a des espèces vertes. Chez les réduves, chez nous, il n'y en a pas. J'ai trouvé qu'une espèce de réduve tropicale qui est verte. Donc, logiquement, ce qu'on me disait quand j'étais petite, les vertes, tu peux les prendre en main, ça va, mais ce n'est pas vraiment juste parce qu'elles sont phytophages. Chez les pentatomides, donc les grosses punaises, boucliers là, c'est vrai, toutes les vertes sont phytophages. Donc la question suivante. Est-ce que toutes les punaises rouges ou brunes sont prédatrices et peuvent nous piquer? Faux. Je ne sais pas si ça répondait à la question d'avant avec un peu de délai. Faux, non, non, non. Bon, ça a l'air d'être faux.
Mmh. Oui. Est-ce que c'est ça la réponse? Oui, en fait, j'en ai montré pas mal précédemment. Dans les espèces, phytophages, on a beaucoup d'espèces rouges et on a même chez les Liguidae des punaises, rouges et noires qui vont se nourrir sur des plantes toxiques et donc en fait, elles ont 2 modes, de pour se protéger des prédateurs. Elles, vont se nourrir sur des plantes toxiques, elles vont accumuler les toxines dans leur corps et certaines vont pouvoir les rejeter via leurs glandes odoriférantes. C'est, les toxines qu'elles ont donc prélevées dans les plantes et leur couleur rouge qui dit: «Attention, je ne suis pas bonne à manger». Donc elles ont une double protection via ce biais-là, mais ce sont bien des phytophages, donc des végétariennes. Donc je vous ai remis ici des espèces, phytophages, les 2 à gauche et donc vous avez des punaises, brun-rouge comme la punaise de droite. C'est une prédatrice, mais il y a aucun danger à la prendre en main puisque son rostre n'est pas suffisant. C'est une prédatrice d'insectes mous, de chenilles principalement. C'est une espèce qu'on ne voit pas souvent. On pense elle doit vivre assez haut dans les arbres et c'est pour ça qu'on ne la détecte pas souvent. Est-ce que les araignées d'eau, encore appelées patineurs d'eau, sont en réalité des punaises? Alors, première réaction, vrai. Oui, vrai, oui. Ouais, Mmh. je pense qu'ils ont raison. Ouais, oui, oui, c'est vrai. En fait, tout le monde dit les araignées d'eau, mais ce sont bien des punaises. Elles font partie de la famille des Géridae. Elles ont bien 6 pattes et un rostre. Bon, là, on ne le voit pas sur la photo. Ce sont des chasseuses, des prédatrices qui vivent dans les milieux aquatiques et qui ont la capacité de marcher sur l'eau. Dans cette famille, on a même une curiosité, c'est là qu'on le retrouve 5 espèces qui vivent, complètement en haute mer, tout leur cycle. Ils ne reviennent jamais sur terre quasiment. Donc ce sont 5 espèces qui sont très compliquées à détecter et à étudier évidemment, vu leur cycle, de vie. Elles sont toutes petites et elles vivent à la surface dans les océans. Alors, est-ce que certaines punaises sont de précieuses auxiliaires dans les jardins et les cultures? Oui, vrai, c'est unanime. Oui, c'est vrai. En fait, c'est pas simple, il y a beaucoup d'études, ces derniers temps, j'ai regardé pas mal d'études sur le sujet. Hem, on essaye d'un peu mieux bon, ça redore un peu le blason des punaises quand même, hein, parce qu'on a donc une famille dont je n'ai pas de photos parce que j'ai pas encore regardé, elles sont pas si faciles que ça, à identifier, ce sont les Anthochoridae. Donc dans cette famille-là, ce sont toutes des punaises prédatrices et polyphages qui sont très intéressantes. On en a dans les jardins, donc il faut essayer de comprendre leur cycle, voir comment les favoriser, quels sont leurs besoins pour se reproduire, pour comment dire? Élever les jeunes, mais il faut également des abris pour l'hiver, parfois l'alimentation des jeunes et des parents, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, certaines espèces sont élevées et sont utilisées, surtout en maraîchage et dans les serres. Alors on a d'autres familles intéressantes, les Nabidées et certains Myiridés, dont j'ai donné quelques exemples précédemment et puis ensuite on a aussi les espèces qui sont zoophytophages, donc ces espèces que jusqu'à présent on considérait parfois comme pas très bienvenues dans les jardins parce que ce sont des phytophages qui vont aller faire des dégâts sur les fruits, mais elles limitent aussi les populations de pucerons notamment et d'autres insectes que l'on n'aime pas voir sur nos légumes ne fût-ce qu'en se nourrissant sur les œufs. Alors tout le challenge, c'est toujours de permettre l'équilibre entre les populations et de garder tout ce petit monde se débrouiller entre eux. Alors, est-ce que les punaises occupent une place importante dans les écosystèmes? Oui, oui, vrai, oui, oui. Pareil, je pense Beh qu'ils ont oui, raison. oui, ils ont raison, oui. Effectivement, quand on regarde un petit peu, ce dont on a parlé avant, on les retrouve dans tous les milieux, donc on les a,
Ah, je ne sais même pas, non, il y en a pas qui font comme les martinets qui restent tout le temps dans les airs, mais bon, on en les retrouve, sur terre, sur mer. Elles sont à la fois, certaines espèces sont prédatrices, mais la elles sont toutes les proies d'autres, êtres vivants. On a des espèces qui participent vraiment très fort au recyclage de la matière organique. On les retrouve dans les sous les écorces, dans les matières en putréfaction et cetera. Et ce sont de bons indicateurs de qualité des milieux, mais on a peu d'études, on a peu de données sur beaucoup d'espèces. On les utilise comme bioindicateurs dans les milieux aquatiques parce que là, sur 86 espèces, on a un peu plus de données et donc certaines sont bien listées comme, des bioindicateurs. Le seul document que j'ai réussi à trouver sur les punaises terrestres, c'était, sur l'utilisation comme bioindicateur dans des milieux néotropicaux. Donc il faut améliorer les connaissances des punaises chez nous et comme cela, on pourra avoir des listes rouges, des listes d'espèces patrimoniales et cetera et des bioindicateurs. Donc le petit quiz est terminé. À la fin de la présentation, vous pouvez trouver de la documentation. Donc pour commencer les punaises, c'est pas mal d'avoir le livre, de Lupoli et Dussoulier avec sur les punaises Patatomoidea de France parce qu'on peut y acquérir facilement le vocabulaire. Et le livre est très bien illustré avec des photos, avec des clés de détermination, avec de très bonnes photos qui montrent bien les critères. Ça permet de se familiariser avec la documentation. Pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, il y a les faunes de France. Donc là, c'est 300 à 400 pages sans photos par famille. Et à côté de ça, on a pas mal de sites sur lesquels on peut retrouver énormément de documentation. Bon, par exemple, le site Quel animal? Quel est cet animal? Il y a une page qui donne des références avec des liens vers des clés de détermination en anglais, en français. Sinon, j'ai mis aussi quelques sites que j'aime bien. Moi, j'aime bien les carnets nature de Jessica. Donc, c'est une dame qui habite dans le sud de la France, du côté des Pyrénées, je crois. Et ce que j'aime bien, sur les fiches qu'elle fait, donc elle met le nom, l'identification, un peu de biologie, et surtout à la fin, elle indique les risques de confusion. Ça, c'est très intéressant parce que ça permet de confronter l'identification que l'on a fait de l'insecte qu'on a trouvé. Un site qui est le site British Bug est très bien fait également, avec une galerie et des fiches, mais c'est en anglais. Alors il y a un site danois, bon là c'est en danois, mais ce qui est intéressant sur celui-là, c'est qu'il y a, comment dire? D'excellentes photos des larves de myridés au stade 5. Je ne connais pas d'autres références pour les larves. Alors, pour ceux qui regardent, le site Nature 22, il y a de très belles pages sur les odonates. Ils ont rajouté les coccinelles par la suite et maintenant ils ont mis les pentatomides aussi, avec de très bonnes fiches. Je suppose que ça doit encore se développer parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de données. Sinon, il y a l'association française, des hétéroptologues, qui est Zicrona, avec un site sur lequel on peut retrouver des généralités sur les punaises, et toutes sortes de choses. Et un site sur lequel on peut retrouver des chroniques très bien faites par, Gérard Guyot, que certains connaissent certainement. C'est le site Zoom Nature. Et mais au niveau publication sur les punaises, en Auvergne, je n'ai retrouvé que les articles, de Luc Bélanguier, donc celui qui a fait le rapport sur les pentatomides de la réserve naturelle. Donc là, on peut le retrouver dans les revues, Arvensis et Biome. Et sinon, voilà, prenez votre envol comme la petite punaise, le ridéma, et surtout partagez vos observations et bon amusement. Prenez le temps de regarder. Voilà, j'ai terminé. Merci, Pascal pour cette présentation. Du coup, on va passer. Alors, enfin, j'en profite. Tu parles des observations. J'en profite pour dire pour Mmh. ceux qui connaissent pas qu'il existe un site Faune Auvergne-Rhône-Alpes sur lequel vous pouvez vous connecter. Et si vous préférez votre téléphone, parce que sur le terrain c'est quand même plus pratique, il existe une application qui s'appelle Naturalist. Vous pouvez télécharger sur votre smartphone et qui permet de mettre vos données. J'ai vu une punaise diabolique
À Vichy, le temps, et cetera. Le plus de précision possible, c'est bien et puis si vous pouvez joindre une photo, c'est encore mieux parce qu'on peut confirmer l'observation après derrière. Je vois que tout le monde dit: «Merci beaucoup, au revoir». En fait, là, on passe, aux questions-réponses, que j'ai notées tout à l'heure. Il y avait quand même quelques questions. Donc je vais te les dire Pascal et puis, Oui? tu Aïe, vas aïe, essayer aïe. de répondre. Oui, Alors il y a une question, celle-là peut-être je la garde pour la fin parce qu'elle est assez précise. Pourquoi les punaises ont-elles des couleurs si voyantes pour certaines, notamment les larves? oui. C'est vrai que parfois je me suis posé la question. C'est chez certains insectes, ils ont des techniques pour se camoufler à certains stades qui sont tellement développés et pourquoi tout d'un coup à un stade, il y a quelque chose de si voyant? Mais il y a aussi, les couleurs, les couleurs rouges quand même, les très voyantes, elles ont souvent du rouge. C'est quand même la couleur du danger, comme la coccinelle. Il y a beaucoup d'insectes, avec la couleur rouge qui n'ont pas bon goût. Donc c'est un signal pour les prédateurs. Je pense que dans la sélection, ça a dû favoriser un peu ces couleurs-là. Ou sinon et alors, je pense aussi que certaines, conf en fonction de leur alimentation, vont prendre des couleurs plus ou moins éclatantes si elles ont certaines plantes. Je sais que ça, c'est documenté sur certains coléoptères. Chez les punaises, je ne sais pas. OK. Alors, une question aussi sur les couleurs. Comment identifier les espèces si les couleurs peuvent varier en fonction des individus? Y a-t-il des critères spécifiques autres que les couleurs? Oui, en fait, il y a pas mal de critères. Ouais. Si on regarde dans les clés de détermination, on va d'abord commencer, déjà, on va séparer les différentes familles. Le premier critère, on va regarder le nombre d'articles aux antennes. Chez les pentatomides, on entend penta et ça, c'est parce qu'il y a 5 articles aux antennes. Ensuite, on va pouvoir, séparer, à l'intérieur des familles pour aller vers les genres. On peut, regarder le nombre de tarses aux pattes. Chez certaines espèces, on peut en compter 2 ou 3, et cetera. Et donc on peut avoir, en fonction des familles, on va avoir des clés de détermination qui vont aller de critère en critère et ce sont des critères anatomiques. Donc pour cela, il faut s'équiper d'une loupe. Il faut généralement capturer l'insecte. Sur photo, c'est parfois compliqué. Donc, après, comment dire? Si on ne veut pas capturer les insectes et éventuellement les mettre en collection pour les examiner sous une loupe binoculaire pour regarder tous ces critères, on peut faire de bonnes photos et avec les sites que j'ai renseignés à la fin, on peut jouer au jeu des 7 différences et rechercher la bonne espèce. Et en fait, là, quand, j'ai parlé par exemple des Eurydiema avec, des colorations, avec, 4 ou 5 différentes colorations, beh, chez cette espèce, particulière, il y a effectivement des colorations différentes, mais la position des taches colorées est toujours la même. Donc la couleur est différente, mais la position et la forme des taches, c'est la même. OK, Voilà. merci. Je suis pas sûre qu'on puisse répondre à toutes les questions parce que je vois qu'il y en a qui arrivent et moi je peux pas en même temps, poser les questions et répondre à toutes les questions. Enfin et voilà, bref, on passe à la question suivante. Combien d'espèces juste pour l'Auvergne? Alors juste pour l'Auvergne, je ne peux pas dire pour, oh zut, j'avais fait la liste, hein. Sur le site Faunora, on en est ah, oh là là, je n'ai pas mes notes sous les yeux. C'est la Le colle. en fait, oui, la colle. Au niveau de la France, c'est 1 400, ça je m'en souviens bien. Au niveau de Faunora, je pense, on en est, oh j'ai en tête, une liste. Attendez, parce que ça, c'est je l'ai mis dans un article il y a pas tellement longtemps, enfin il y a quelques mois quand même, on était à 300-400 espèces, entre ces 2 chiffres-là, je ne sais plus exactement. Mais c'est assez compliqué parce qu'il y a énormément de lacunes dans la connaissance et donc si on regarde les cartes de distribution, si vous allez sur le site de l'INPN, vous avez la 1re carte qui apparaît. C'est une carte, sur laquelle on va avoir le point avec les observations et ensuite vous pouvez cliquer pour certaines espèces sur des cartes de distribution et là vous verrez donc les départements qui vont apparaître en vert pour dire la punaise est présente. En blanc, on n'a pas assez de connaissances et en brun,
l'espèce est probablement absente de ces départements-là. Et si on regarde ces cartes-là, il y a quand même encore beaucoup de zones blanches, c'est-à-dire des zones où on pense qu'on devrait pouvoir la trouver et on ne la trouve pas. Et donc c'est pour ça qu'il faut partager les connaissances pour améliorer le les 300 à 400 punaises, c'est sous-évalué par rapport au nombre de punaises qu'on pourrait détecter, dans le Puy-de-Dôme. Avec 1 400 espèces sur la France, il y a encore du travail ou de l'amusement. OK, merci. Ensuite, une autre question. Donc, les punaises sont-elles aussi pollinisatrices? Ah oui, parfois on les met dans les pollinisateurs parce qu'elles vont sur les fleurs et qu'elles voyagent de fleur en fleur. Par contre, leur efficacité, n'est pas très importante parce que peu de punaises ont des poils qui vont pouvoir accrocher le pollen et donc le transport de pollen ne va pas être très efficace. Elles vont en avoir un petit peu sur elles, mais c'est quand je capture des insectes, bah, si on capture, une abeille avec tous ses poils, elle a accroché du pollen un peu partout. Les punaises, elles sont souvent très propres. Donc elles doivent en transporter un peu, mais ça ne doit pas être très efficace. OK, après, il y a 2 questions un peu jardin. Donc, je vais lire Mmh. les 2 questions, hein, et puis comme ça, tu pourras répondre dans une globalité. J'ai 9 mètres carrés de potager et j'enlève au moins 30 punaises vertes, par jour. Mes tomates sont immangeables. Que préconisez-vous? Alors j'ai demandé à la personne pourquoi elles étaient immangeables, mais j'ai pas eu le temps de regarder la réponse. Mais la deuxième question apporte la réponse, je crois. Je fais du jardin depuis 30 ans et je constate une explosion de punaises sur mes légumes depuis 2 ans. Tomates piquées qui durcissent, choux et aussi haricots verts. Ah oui. Les haricots verts, il doit avoir de belles larves avec toutes les belles couleurs de la punaise verte ponctuée, Netzara viridula. En fait, d'après ce que j'ai lu, parce que bon, je suis ingénieure agronome, je m'intéresse un petit peu à tout ce qui touche aux cultures. Les populations de punaises ont l'air de se développer un peu partout. Donc, je suis parfois contactée par des personnes qui recherchent des solutions. Bon, c'est pas si simple que ça. En fait, faudrait rétablir un peu des équilibres dans les jardins. Bon, les larves, 30 punaises, c'est quand même pas mal, des punaises vertes. Il faudrait voir, l la dame qui disait qu'avec ses tomates, c'était des punaises vertes, c'est ça? Oui, c'était des punaises vertes, mais Mmh. alors je sais pas si elle a Mmh. répondu parce que du coup, il faut que je remonte dans la conversation, Ouais, c'est un peu je compliqué pour pense, moi. ouais. Mais Mmh. Je ouais. pense que ça doit être aussi des Netzara, parce que j'ai entendu qu'elles aimaient bien les tomates aussi. Et le problème des punaises, quand elles vont piquer sur les fruits, le fruit va réagir et donc il va, comme par exemple sur les poires et à l'endroit de la piqûre, donc la punaise, comme j'ai dit, elle doit avoir une alimentation liquide, elle va injecter de la salive et pour liquéfier les tissus qu'elle va ensuite, aspirer et les fruits, les légumes et les poires notamment, elles vont solidifier, elles vont cicatriser cette zone et donc ça va nous faire des choses, moins agréables à manger. Je prends l'exemple des poires parce que c'est la saison et que j'ai des poires qui sont pas mal piquées et donc on a des zones un peu pierreuses comme on dit. Alors les solutions, bah, à part les éliminer, je vois pas trop. Heu Essayer d'avoir des oiseaux, favoriser les punaises prédatrices. Mais, là-dedans, je suis en train de il y a une étudiante qui est en train de rédiger un texte là-dessus, c'est pas évident de retrouver de la documentation. Moi, je pense qu'il faudrait agir peut-être au niveau de d'abord identifier la punaise qui pose problème à un endroit particulier. Regarder un petit peu son cycle, voir ce qui la favorise. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'attirer ailleurs? Comment faire, empêcher par exemple qu'elle se reproduise de trop avant que l'on ait la plante dans son jardin? Quels sont les sites d'hivernage? Parce que si on limite les populations à l'hivernage, on aura moins de parents pour pondre au printemps. Et puis après, ce n'est pas évident. Il faudrait comprendre aussi pourquoi, tout le monde se plaint d'avoir plus de punaises depuis 2 ou 3 ans. Parce C'est que sûr. Mmh. ouais. Alors une autre question, pourquoi il y a beaucoup de punaises diaboliques dans les maisons? Parfois, je peux en trouver une dizaine si je laisse les fenêtres ouvertes. Et donc punaises Ouais, diaboliques, c'est pas parce qu'elles sont diaboliques, c'est bien c'est bien l'espèce quoi, la punaise oui. diabolique. Je me suis fait avoir. Ouais.
Donc la punaise, la punaise diabolique, en fait, quand on voit les larves, je me dis: «C'est bien diabolique avec des picots pareils» et je ne sais pas si le nom vient de là. Donc c'est une punaise, qui n'était pas très présente pour le moment, ces dernières années en Auvergne et l'année dernière, il y a eu une explosion. Le climat a dû vraiment lui plaire, et beaucoup de gens se sont plaints de les voir rentrer en automne et puis, de ressortir de leur cachette au printemps. Donc il y a eu quelque chose, le temps de ces dernières années leur avait vraiment, vraiment beaucoup plu. Ouais, et c'est OK. une punaise, qui est très polyphage, qui n'est vraiment pas compliquée, qui se nourrit avec un peu de tout comme plante, comme dans les fruits. Il y a quelques années, j'avais discuté avec des gens dans la région de Genève, c'était vraiment une plaie. Là, ils pouvaient se retrouver, discuter avec quelqu'un, tous les jours et en trouver une vingtaine dans sa maison, donc c'était infernal. Mais oui, il faut attendre, que les populations se régulent. Il y a des Après, il y a une remarque ouais. de Mathieu qui dit: «Quel est le problème d'avoir des punaises dans sa maison?» Ah! Tout comme d'avoir des araignées dans sa maison. Pourquoi ce serait un problème? Ouais, Ça, c'est alors ça, là, ouais. on va au-delà de Oui. mais c'est oui, c'est intéressant à se poser comme question. Qu'est-ce qui me dérange moi là, mmh, voilà. Oui, enfin bon, Mmh. Oh, c'est on va pas rentrer, ouais. on va pas répondre. C'est Non, juste non, non, non. je relève la remarque. Mais il faut essayer de voir où elles sont et aussi voir si on peut pas si on peut voir les endroits où elles vont se rassembler, si, nettoyer cet endroit-là ne suffit pas. Prendre, une éponge, un peu de savon et Mmh. les Puis mettre après dehors bon, et puis nettoyer. oui, puis après ça dépend du nombre aussi quoi, hein. On peut comprendre Ouais. que s'il y en a vraiment, une centaine, enfin là je dis n'importe quoi, bon voilà, ça peut être, gênant. Je passe à la question suivante, parce qu'il est 20h15 déjà, donc je vais finir les questions qui sont devant moi, puis après on va terminer. Alors, quelle est la durée de vie d'une punaise? En général, leur cycle, c'est sur 1 an. D'accord. Hem, donc en fait, elles vont sortir de l'hivernage quand elles le font au stade adulte. Elles vont pondre, elles vont elles vont se dépérir et puis, la génération suivante va se développer. Elle va naître, en fin de saison pour celles qui font sur un cycle sur une génération par an et donc c'est la nouvelle génération qui va passer l'hiver et qui va pondre au printemps. Pour celles qui font, 2 générations, la durée de vie peut être plus courte puisque la première génération va mourir, pondre, enfin va pondre, mourir et puis la deuxième génération va apparaître et celle-là va passer l'hiver. Alors ensuite, toutes les espèces sont-elles déterminables avec les clés ou faut-il parfois aller jusqu'au génitalia, donc la mort de l'insecte? Oui, malheureusement oui. Ah, Pour voilà, certaines ça familles, justement des familles que j'ai pas fait beaucoup, chez certains myridés, chez les, Xanthocoridés, chez beaucoup de petites punaises. Justement chez les punaises les moins colorées, en général, il faut aller sur des méthodes plus invasives. Chez les pentatomides, on peut déterminer quasiment tout sur photo, sauf, les punaises noires. Hem, donc faut parfois être prudent, heu, mais ouais, il y a des espèces qu'on ne peut pas déterminer autrement. Bah, ce n'est pas comme OK, chez les après bourdons. Chez les oui. bourdons, il faut quasiment tout, examiner sous la loupe, mais pas chez les punaises quand même. Alors après, 2 personnes ont posé la question: «Quels sont les prédateurs naturels des punaises?» Ah beh, tous les oiseaux, ils mangent les punaises. Parfois j'entends citer les chats aussi. Bon, ouais, Donc ça je peut sais être pas. d'installer des nichoirs pour, Ouais, faire partir ouais, les ouais. punaises si Mmh. jamais, les punaises sont un problème. Oui et OK. puis enfin il y a beaucoup d'insectes aussi dans les prédateurs, donc c'est surtout pour les petites punaises et en fait, les punaises dont les gens se plaignent le plus, c'est régulièrement ce sont d'autres punaises, les prédatrices et ah oui, aussi pour les comme ennemis naturels des punaises, il y a, des insectes, la famille des Tachynidae, les mouches, ce sont des mouches et elles vont pondre des œufs sur la punaise. L'œuf va éclore, la larve va se glisser en dessous des ailes et elle va se développer sur le corps de la punaise qui est vivante et en général, bon, bah, ça conduit à la mort de la punaise
quand, la larve a terminé son cycle et qu'elle va sortir pour aller se nymphoser dans le sol. OK, une dernière question et puis après on va terminer. Donc par rapport à la alors là, c'est une question très précise, hein. Par rapport à la détermination des espèces des hémiptères, j'aurais aimé savoir s'il existait des bouquins, sites de référence, des formations. Peut-être tu as répondu dans la bibliographie là, je sais pas. Ah oui, les hémiptères, c'est encore plus compliqué, je trouve, hein, Ah, parce que les hétéroptères, c'est déjà pas simple. Alors les hémiptères, il faut remettre bon, les il y a les cigales, donc là, on peut retrouver de la documentation. Les pucerons, je n'ai pas encore trop fait, mais apparemment, il devrait exister de la documentation. Enfin, j'ai déjà réussi à déterminer certains pucerons. Là, connaître la botanique, ça aide énormément parce que certaines espèces sont vraiment liées à certaines plantes, donc ça aide déjà à aiguiller vers une espèce. Et puis, il y a toutes les cicadelles. Alors les cicadelles, certaines sont déterminables, sur photo, mais il y a quand même beaucoup d'espèces délicates à déterminer. Donc là, et de la documentation, enfin, il y a des faunes de France, mais bon, ça devient de l'entomologie avec, la loupe et regarder les critères. C'est un peu plus complexe. OK, ben merci, Pascal pour toutes ces réponses. J'espère que enfin j'ai eu des retours comme quoi, ça avait été apprécié, la présentation de manière générale. Et moi, je vous dis merci à vous parce que vous avez quand même été presque une cinquantaine, on était 49 à un moment, donc voilà, c'est super. Merci bien sûr à Pascal pour, ce travail de présentation. Et si jamais vous avez manqué les derniers jeudis nature ou si vous souhaitez revisionner, cette vidéo, vous pourrez y aller vous pourrez aller sur la chaîne YouTube LPO Auvergne où là, il y a tous nos jeudis nature qui sont mis. Et j'en profite pour vous parler du prochain jeudi nature qui aura lieu le 7 novembre sur les haies avec, Christian Taillandier qui est bénévole, à la LPO. Donc sur ce, je vous dis au revoir et nous en sommes sûrs, vous ne verrez plus les punaises de la même manière. Je vous souhaite de bonnes observations et bonne soirée à vous. Au revoir.